Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cet événement organisé par Finance Innovation qui s'intitule En appelant mes clients, je tiens mes objectifs et je prends soin d'eux. Je m'appelle Gaëtan Robin, je suis senior partner au sein du cabinet MC2I et au sein du pôle Banque Finance et Assurance de ce cabinet. Et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde auprès de 4 experts que je vais inviter à se présenter tout à l'heure. C'est un événement un petit peu particulier puisqu'il a lieu en digital, donc vous êtes plusieurs à nous avoir rejoints en ligne. Il y a également des personnes présentes dans la salle. On aura un temps prévu pour les questions en fin d'événement, donc n'hésitez pas à les poser dans l'outil et on aura des relais ici en salle pour les répéter. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour introduire un petit peu nos échanges d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par partager un chiffre d'un baromètre qu'on a réalisé côté MC2I en partenariat avec le cabinet Becoming sur la banque de demain. Et ce chiffre, c'est 59%. C'est le pourcentage des Français qui souhaitent pouvoir échanger avec leurs conseillers avant de souscrire à un produit d'épargne, un produit d'investissement. Donc c'est un chiffre qui va aussi en ligne avec les recommandations de l'ACPR récentes pour le secteur de l'assurance et qui va encourager les distributeurs de produits d'assurance à avoir un échange régulier avec les clients pour challenger les produits auxquels ils ont souscrit et s'assurer que ça répond toujours à leurs besoins. Alors Stéphane, j'aimerais commencer par toi. Tu es directeur des opérations chez LBP Consumer Finance. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment, à la Banque Postale, tu réponds à ce besoin d'échange entre le conseiller et les clients? Très bien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Thomas. Effectivement, je suis directeur des opérations de la Banque Postale Consumer Finance. Alors, pour présenter l'entreprise, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 pour répondre aux besoins de ses clients. Notre métier principal, c'est donc de cette filiale, c'est le crédit à la consommation. Et donc, on répond. Tu peux passer la slide. Ouais. Encore. Pardon. Donc, on a différents produits de crédit conso, mais comme nos concurrents. Donc, c'est le prêt auto, les prêts travaux, les prêts personnels, les recouvrements de crédit, et puis des différents produits, les comptes renouvelables et les prêts personnels. Et puis, on a aussi des produits un peu plus citoyens pour les étudiants. J'en cite ici quelques-uns, des prêts verts également. Et puis, récemment, des microcrédits qui visent une clientèle plutôt défavorisée, mais à qui on octroie des crédits pour des projets bien particuliers. Donc, dans ce contexte, on a évidemment des objectifs de financement importants. Donc, ce sont des centaines, voire des milliards d'euros par an hein, de financement, plusieurs milliards. Et donc, dans ce contexte, on a besoin aussi de contacter nos clients pour développer ce business. Alors, comment on le fait aujourd'hui, ce contact? Alors, on envoie évidemment, on fait du marketing direct, et puis on a également des publicités à la télévision, dans les médias, à la radio, la presse, et donc on vient renforcer ces messages par de l'appel sortant. Et c'est un point de contact, un point d'entrée avec nos clients pour dire est-ce que vous avez vu la publicité ou autre. Alors, l'avantage de notre système aujourd'hui, c'est que c'est du contact qualifié. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas la porte du client en le forçant à nous contacter, à parler, mais grâce à un système qu'on va présenter tout à l'heure, que Thibaut va présenter, on demande l'accord du client. Donc, il reçoit un appel. Et cet appel dit au client, est-ce que vous voulez être mis en relation avec la Banque Postale Consumer Finance? Si oui, il tape étoile. Et 15 secondes plus tard, il est en relation avec un conseiller. Et donc, évidemment, le client se sent flatté parce qu'il a dit oui déjà, donc il est d'accord. C'est très important. Et donc, il a besoin de nous parler de quelque chose. Alors, est-ce que c'est un crédit conso? On ne le sait pas au premier abord, mais souvent, c'est le cas. Et donc, comme on va parler de la communication qu'il a reçue, on va pouvoir, à des moments clés de sa vie du client, lui proposer un produit qui convient à ce moment-là. Donc les conseillers qui font ça sont une douzaine chez nous et avec on va dire une productivité, si je peux employer le terme, assez élevée puisqu'on n'a que des appels qualifiés. Donc à chaque fois que le conseiller prend un appel, c'est un client en face qui a dit oui. D'accord ? Et donc ces conseillers nous sont fidèles, c'est important. C'est un métier qui est difficile et pourtant ces conseillers ne veulent pas changer de métier aujourd'hui parce que justement,
l'aspect commercial est facilité avec ces systèmes de mise en relation. Et les clients, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont flattés de cette relation. Autour de nous, finalement, on entend peu de gens qui sont appelés par leur banque aujourd'hui. Donc là, c'est une occasion unique de pouvoir parler avec eux. Et c'est en nombre, on a 1 million aujourd'hui, 1 300 000 clients, 6 milliards d'encours. Aujourd'hui, on est un acteur modeste de la place, hein, face à des énormes CTLM ou Sofrinco, par exemple, mais on a tout à fait notre place, hein. On représente à peu près entre 5 et 6% du marché. Et donc, on appelle 350 000 clients par an. Et ce sont à la clé des dizaines de millions d'euros de financement. Qui sont issus de ces appels et surtout qui interviennent avant la concurrence. C'est-à-dire qu'à un moment clé de la vie du dossier, on appelle et quelque part, on va plus vite que nos concurrents. Voilà. Voilà, Ok. je pense que j'ai dit l'essentiel, mais Ouais, s'il y a des questions après, je serai évidemment disponible. ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est les chiffres qui sont assez frappants et du coup, vous arrivez à prendre le devant sur la concurrence sur des clients que vous avez en base pour engranger en fait des encours et des crédits supplémentaires. Et ça, c'est permis par ce fameux système que tu nous as teasé. Et peut-être du Absolument. coup, je pense que tout le monde se pose la question de quel est ce système, et peut-être passer la parole à Thibaut, parce que tu es cofondateur de Plug Company, C'est et exact. tu peux nous parler, je pense, du système dont vient d'évoquer Stéphane. Absolument. Alors, on a quelques slides. Voilà, le premier d'entre eux, alors je les vois un peu en biais, mais le premier d'entre eux qui était juste avant, en fait, qui consiste à dire que voilà, parmi tout un portefeuille de clients qui sont potentiellement contactables à l'instant T, le travail qu'on demande aujourd'hui aux conseillers qui font de la proactivité, donc qui vont appeler des clients, c'est de faire eux-mêmes le tri entre ceux qui veulent parler, ceux qui ne le veulent pas, ceux qui sont joignables, qui ne le sont pas. Et en fait, ce travail rébarbatif est dans un contexte où la joignabilité baisse assez considérablement au cours des dernières années sous l'effet des différents décrets qui sont liés bien à l'activité d'appel sortant. La joignabilité baisse et ce travail qui n'a jamais été facile a été rendu encore plus difficile. Aujourd'hui, au final, faire ce tri entre ceux qui veulent parler, ceux qui le peuvent et ceux qui l'acceptent, c'est un travail qui est rendu aujourd'hui au système Meet Me Call, qui est donc automatisé sur toute cette partie-là. Et on va solliciter le conseiller uniquement au dernier moment quand il a quelque chose à valeur ajoutée à faire, c'est-à-dire un travail d'argumentation, un travail de présentation des systèmes, ce qui va nous rendre très compatibles avec des systèmes tels que ceux de Zelros qui viennent ensuite enrichir le contenu de ce dialogue proactif. Ce qu'on a là illustré, en fait, c'est comment fonctionne réellement le système Meet Me Call. Stéphane l'a dit un petit peu. On va recevoir des listes de contacts à traiter. Le système va établir un certain degré de surnumérotation pour alimenter au maximum et avec le plus d'efficacité possible le staff qui est dédié à l'instant T au traitement de ces appels. Et on va proposer à l'ensemble des clients qui sont joints un message qui a été convenu en fonction de la cible avec notre client, en l'occurrence avec les équipes de Stéphane et Stéphane lui-même. Ce message est donc personnalisé. Il propose aux clients qui vont décrocher leur téléphone de parler gratuitement et immédiatement avec un conseiller de la Banque Postale. Donc ça peut s'accompagner de pas mal de dispositifs pour garantir qu'il s'agit bien effectivement d'une conversation réelle et non pas d'une fraude ou de ce genre de démarche. Et ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment la mise en relation est immédiate. Hein. C'est-à-dire, Stéphane parlait d'une quinzaine de secondes parce qu'on a aussi des messages qu'on doit diffuser lors de la mise en relation qui sont liés à la conformité. Mais en dehors de ce contexte-là, la mise en relation est vraiment immédiate. Ça prend 2-3 secondes d'être directement en relation avec son conseiller, de commencer immédiatement l'appel à un degré, à un niveau où il n'y a pas besoin de faire toutes les présentations. Le client sait déjà que c'est un conseiller de la Banque Postale qui va lui parler, dans le cas des équipes de Stéphane, et il est déjà client, donc il sait que c'est dans un contexte de clientèle, de client qu'il est sollicité.
Donc, excuse-moi, Oui. pour expliciter les choses, ça veut dire que par rapport à un mode où aujourd'hui, les conseillers ont des systèmes de numérotation et donc attendent de savoir s'ils vont tomber sur un répondeur qu'un client décroche et déroulent leur speech d'entrer en conversation pour obtenir le fameux OK qui leur permet de réellement en fait commencer l'échange C'est là ça. où est leur objectif. Vous automatisez cette partie-là, ce qui fait que le premier échange vocal entre le conseiller et le client se fait sur la base d'un client qui a déjà consenti à avoir un échange avec un Exactement. conseiller, en l'occurrence là de la Banque Postale. C'est tout à fait ça. En fait, on dit souvent qu'en matière d'appel sortant, il faut évidemment vendre quelque part. Alors, c'est pas que de la vente, hein, ça peut être purement du relationnel, mais il faut vendre l'objectif de l'appel, c'est-à-dire finalement réussir à placer un contact argumenté complet. Mais avant ça, il faut réussir à vendre l'appel. Et nous, on dispense le conseiller de vendre son appel. Il ne parle qu'à des clients qui sont volontaires pour leur parler, ce qui fait gagner effectivement beaucoup de temps. Et surtout, ce qui est très important à comprendre, c'est que le client est dans une disposition d'esprit très différente. Ce qui fait que le conseiller, lui, ça reboucle avec le slide suivant, en fait, on a sur des démarches sortantes une part extrêmement majoritaire d'appels qui ne sont pas productifs. Et ça, finalement, cette répétition d'échecs avant de temps en temps de pouvoir réussir à placer un contenu argumenté décourage totalement les équipes, provoque beaucoup de turnover et finalement va venir rendre très difficile ces démarches de proactivité, y compris en interne. La perception que les équipes internes ont de la proactivité, c'est on a déjà essayé plein de fois et ça ne marche pas. Et en fait, c'est donc une sorte de constat d'échec, alors que le potentiel est considérable vis-à-vis du portefeuille qui, la plupart du temps, n'est pas activé. Stéphane le disait, les banques, mais c'est vrai aussi beaucoup dans le domaine de l'assurance, sont très peu sollicités, alors que ces établissements disposent d'une quantité de données phénoménale qui pourrait justifier 100 fois d'appeler les clients. L'une de nos premières signatures était de dire on a 1000 raisons d'appeler ses clients, mais jamais l'opportunité de le faire réellement. Et c'est à ça qu'on veut apporter une réponse. J'avais un dernier slide parce que je ne veux pas centraliser la parole sur Meet Me Call, mais ce qu'on voulait dire également, c'est que Meet Me Call rend possible l'expérimentation facile, c'est-à-dire qu'on a un principe de base qui est de dire on ne va pas chercher une intégration à tout va pour notamment la phase de test. Il est important que s'il y a une volonté et des équipes qui sont prêtes à tester, on puisse très rapidement passer de l'envie à la preuve de concept, qui est réellement de la prod en fait. Et donc on va chercher l'intégration minimum avec les systèmes d'information. Tout ça dans une vraie méthode agile, c'est-à-dire qu'ensuite, on va faire de l'intégration progressive à chaque fois que ce sera rendu nécessaire par que ce soit des préoccupations d'alimentation plus rapide ou que ce soit pour faciliter la mise en relation avec le conseiller. Mais on ne va pas mettre ça comme un prérequis. Et donc, on va faciliter cette expérimentation parce que déjà, il y aura 80% des bénéfices de Meet Me Call qui vont pouvoir être réunis au cours de ce pilote-là et les clients vont se rendre compte de la facilité qu'il y a à utiliser Meet Me Call pour la proactivité. Et puis au final, je ne me rappelle plus ce qu'il y a à la fin, mais voilà, en gros, voilà, on facilite cette démarche auprès des équipes pour justement derrière proposer quand même un très haut service en termes de qualité, en termes de redondance et de respect des préconisations de la conformité, parce qu'aujourd'hui, c'est un incontournable quand on travaille en banque assurance. Il faut avoir le meilleur niveau en matière d'hébergement, le meilleur niveau en matière de sécurité des données. Et les systèmes de Meet Me Call qui existent depuis plus de 15 ans ont vraiment permis justement de proposer à la fois cette agilité et en même temps beaucoup de sécurité. Donc, si je résume un peu votre prise de parole à tous les deux, on a aujourd'hui des solutions qui nous permettent, d'une part, d'automatiser cette tâche qui pourrait être considérée comme ingrate, d'aller appeler un client, le déranger dans une vie qu'on ne maîtrise pas pour lui parler, d'en appeler plus, d'automatiser cette partie-là, ce qui fait que automatiquement, on trie les personnes qui n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie, etc. Mais ceux qui, à l'inverse, sont flattés, on prend l'opportunité d'en flatter plus et d'être en échange avec plus de ces clients que l'on a en base et de concentrer l'intervention des conseillers plutôt qu'à ce travail un petit peu épuisant de courir après des clients et de leur vendre l'appel, comme tu disais. On le concentre sur le cœur de l'échange, qui peut être une offre, qui peut être vraiment un objectif commercial, une campagne que l'on se donne et l'opportunité donc de maximiser en fait l'atteinte de ces objectifs-là.
J'ajouterais juste une chose, c'est que plus on fait des appels sortants, meilleurs nous sommes. Si on demande à un conseiller aujourd'hui d'appeler les clients, il va avoir une appréhension, il va sans doute avoir un argumentaire qui sera un peu bancal. Là, quand on fait de la masse, nos conseillers sont extrêmement bons commerciaux. Et d'ailleurs, ne veulent pas changer de métier souvent parce qu'ils ont un métier de commercial et un outil qui les accompagne là-dedans, dans ce métier de commercial, et un argumentaire qui est huilé, extrêmement bien huilé. Donc, ils deviennent bons en maximisant les appels qu'ils émettent. Et justement, Mathieu, très bonne transition, parce que tu parles du métier du conseiller, et c'est là-dessus que je voulais mettre le focus, puisque une fois qu'on a obtenu l'accord du client et qu'il est OK pour discuter avec un conseiller, il reste à convertir et donc à doter les conseillers des bons outils pour ça. J'avais une autre statistique que je voulais partager, issue du baromètre dont je parlais tout à l'heure, qui est la note de recommandation que les Français ont sur leur conseiller bancaire. On a demandé du coup à une population de Français représentative d'évaluer en fait quelle note de recommandation ils donneraient à leurs conseillers, et on constate que la règle des tiers s'applique, puisqu'on a à peu près une répartition quasi équivalente entre ceux qui sont promoteurs de leurs conseillers, ceux qui sont neutres et ceux qui sont au contraire détracteurs de leurs conseillers. Donc il y a un vrai levier d'optimisation sur la parole que peuvent avoir les conseillers. Et donc Nicolas, tu es directeur CRM chez Malakoff Humanis, mais auparavant tu intervenais chez AXA. Est-ce que tu peux nous dire comment chez AXA vous adressiez cette problématique ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va switcher de monde, on va passer du monde de la banque au monde de l'assurance, mais il y a énormément de similitudes. Donc, moi, je suis Nicolas Bouvier, je travaille chez Malakoff Humanis depuis quelques mois maintenant. Je suis en charge des sujets transfo autour du CRM, donc au sens large du CRM. Et dans les enjeux de Malakoff Humanis, il y a tout un tas d'enjeux autour de la marque, autour d'adresser de nouvelles segments de clients, autour du particulier notamment et du marché de l'épargne. Il y a les sujets de cette acquisition digitale. Et dans les sujets, il y en a un qui fait un peu l'actualité en ce moment, c'est le lancement d'un réseau d'agents généraux. Malakoff Humanis a la volonté de travailler davantage en mode partenariat avec des experts comptables. Et pour adresser aussi le segment du particulier, pourquoi pas les agents généraux qui sont les conseillers les plus proches de nos clients aujourd'hui sur le monde bancaire et assurance. Et quand on lance un réseau d'agents généraux, on amène quelques éléments de novation. On amène des conseillers qui sont extrêmement polyvalents. Ils adressent tous les marchés de clients, du particulier jusqu'à la grande entreprise. Ils adressent tous les marchés produits. Alors, dans l'assurance de personnes chez Malakoff Humanis, chez AXA, c'était tout marché dommages et assurance de personnes. On amène aussi des novations sur le fait que le conseiller est à la fois un conseiller commercial, mais aussi un conseiller de relation client. Et donc, forcément, ça induit une complexité très forte. Et quelque part, on avait besoin de trouver des solutions pour que lorsque on a la chance d'avoir le client au téléphone, c'est une chance d'avoir le client au téléphone, c'est pas tous les jours qu'on l'a, que ce soit lui qui nous appelle d'ailleurs, que ce soit nous qui soyons, grâce au système qui a été évoqué avant, que j'adore personnellement, mis en relation, il faut effectivement être très fit à ce moment-là. Et ce qu'attendent de nos clients aujourd'hui, de manière générale, moi ce que je constate en tous les cas, c'est ce que disent tous les agents généraux avec lesquels j'ai travaillé, c'est qu'ils attendent énormément de personnalisation dans la relation et dans le discours qui est porté par le conseiller. Et aujourd'hui, on n'a pas attendu les ChatGPT ou JOST. Il y a 10 ans, 15 ans de ça, nos clients allaient déjà sur Internet se renseigner. Eux-mêmes se sentaient experts en matière bancaire, en matière assurantielle. Et donc, si le conseiller n'amène pas un plus quelque part par rapport à ça, on était à côté de la plaque dans la qualité de la relation. Et donc, on a essayé plein de solutions. Donc, nous, côté AXA, à l'époque, on a mis en place Salesforce sur la partie vraiment outils de gestion de la relation client. Et au-delà de Salesforce, on avait imaginé dès 2015 des mécaniques de recommandation de produits sous forme de next best offer. Donc, vraiment, quel est le meilleur produit que je pourrais vendre à mon client. Ça nous avait coûté très cher. On avait fait ça avec Palantir, pour ceux qui se rappellent de Palantir. Mais le constat qu'on faisait, c'est que malgré toute la donnée dont on dispose sur le client, notamment chez AXA à l'époque, on était parfois un peu à côté de la plaque sur les recommandations de produits qu'on faisait, tout simplement parce qu'on partait comme postulat qu'on proposait comme produit le produit que les clients qui ressemblent avaient déjà, mais du coup, on reproduisait nos déformations de portefeuille. Voilà, et c'est un peu dommage. Et donc, à force de chercher, on a rencontré des solutions un petit peu nouvelles sur le marché qui sont arrivées.
notamment avec Zelros. Et dans ces nouveautés, finalement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la démarche et ce que ça nous a permis de faire, c'est de recentrer le sujet sur 2 aspects. Le premier, c'est la data, la data, la data, la data, la data. Et ça, c'est fondamental. Et cette data, ça peut être celle que l'on détient sur le client, mais c'est aussi celle que Zelros peut nous amener et qui vient de l'externe et qui nous permet d'être hyper réactif et pertinent au moment où on parle au client. Alors typiquement, si je prends un exemple concret, personnellement, j'habite à Suresnes, à 100 mètres de l'hôpital Foch. Donc un conseiller qui me dirait, par exemple, venez souscrire notre contrat santé parce que les frais de transport sont inclus quand vous allez à l'hôpital, pour moi, aucun intérêt. Voilà. Mais par contre, le fait de savoir que j'habite à 100 mètres de l'hôpital, ça, Zelros peut nous amener la data. Et du coup, on va aller chercher des arguments qui sont différents. Si sur un contrat frais de santé, je vais être peut-être plus attentif parce que je suis marié, que j'ai des enfants, à des problématiques de téléconsultation médicale. C'est un exemple très concret. Et donc, premier sujet, c'est vraiment la data que l'on détient au sein de nos entreprises ou externes. Et le deuxième sujet vraiment de différenciation, c'est de sortir de cette logique très bête et méchante de next best offer, de c'est quoi le produit que je veux te vendre, ah non, finalement, c'est quoi les conseils que je veux te donner, soit effectivement multi-équipement, mais en amenant des arguments. Et la personnalisation, elle est moins sur le produit, elle est davantage sur les arguments que je vais utiliser pour convaincre mon client de ce qui est intéressant et bon pour lui. Et ça peut être aussi sur des produits qu'il détient déjà pour mettre en avant toute l'offre de services et les garanties qu'on lui offre, en fait, mais qu'il n'est pas forcément au courant qu'elles existent. Et puis, dans le monde de l'assurance, on va même jusqu'à adresser des messages autour de la prévention, voire de la RSE, pour convaincre nos clients du choix qu'ils ont fait et qui est le bon en choisissant leur assureur et leur partenaire pour leur quotidien en assurance. Et ces sujets-là sont très, très importants. Et ce que l'on constate au final, c'est vrai, hein, les freins, ils sont très forts, hein, comme ils ont été exprimés sur le coût que ça me coûte à moi en tant que collaborateur d'appeler mon client, tous les échecs répétés, l'intégration dans les outils où je multiplie les fenêtres, etc. Donc, pour que tout ça marche, en fait, presque comme par magie, finalement, pour le client et pour le distributeur, le conseiller, la personne qui est en face du client, il y a quand même un certain nombre de prérequis pour que ça fonctionne, de mon point de vue en tous les cas. Prérequis sur l'intégration avec la data, c'est fondamental parce que si je commence à expliquer au client quelque chose et qu'en fait je suis complètement à côté de la plaque, ça ne marche pas du tout. Le deuxième prérequis, alors oui, ça marche en mode test pour démarrer et mettre le pied à l'étrier, mais l'intégration dans le poste de travail, dans les outils, c'est fondamental parce qu'on se crée des freins supplémentaires sinon qu'on veut absolument éviter. Donc, il faut que ce soit fluide en termes d'expérience et la symétrie des attentions entre le conseiller d'un côté et le client de l'autre, elle est fondamentale. Et puis, le troisième aspect pour moi, c'est l'aspect plutôt change. Moi, je faisais le constat souvent que dans les agences, AXA, ça sera vrai demain dans les agences Malakoff, de la même façon, il y a des très bons commerciaux, il y a des très bons gestionnaires. Ils n'ont pas tous les mêmes qualités, ils n'ont pas tous les mêmes défauts, mais au milieu de tout ça, si on veut les amener à faire quelque chose de nouveau pour eux, qui est être proactif dans l'appel, qui est personnaliser l'appel, qui est dans une posture d'écoute attentive vis-à-vis du client et pas simplement dérouler un speech qui leur a été préparé, tout ça, l'outil seul ne le permet pas. Donc, il faut que l'outil soit en appui et en accompagnement, mais ça se matérialise aussi par une vraie démarche de change. Et dans ce cas-là, si les conditions sont réunies, ça permet de constater des choses incroyables sur effectivement la réduction du temps commercial pour passer de la prospection à la vente. Ça permet d'augmenter le taux de multi-équipement, voire de la multivente au moment où je souscris le premier contrat. Je suis capable de souscrire un deuxième contrat plus rapidement. Ça permet de monter en compétence les collaborateurs d'agence de manière beaucoup plus rapide. Ils sont multi-marchés, multi-réseaux, multi-segments de clients. Quand ils arrivent pour la première fois dans une agence, ils sont peut-être spécialisés sur un domaine, mais comment on arrive à les faire monter en compétence sur d'autres domaines ? On leur donne la possibilité, notamment à travers Zelros par exemple, qu'ils puissent se déclarer comme étant experts ou novices sur les domaines d'activité et donc d'avoir des recommandations plus ou moins détaillées selon que je suis expert ou novice en fonction du domaine. Si je ne sais pas vendre de l'épargne, peut-être que j'aurai besoin de plus d'accompagnement dans le discours commercial que je vais après formuler aux clients. Donc ça permet effectivement ça en termes de retour d'expérience et puis ça permet in fine de lever des freins, de lever des tabous et d'aller chercher du temps de qualité avec les clients. Et au bout du bout, c'est de la fidélisation des deux côtés. Fidélisation client et fidélisation du conseiller qui va se sentir bien dans ses baskets et qui aura envie de rester dans l'entreprise qui lui donne les outils pour travailler. On a tous envie d'avoir des succès, les conseillers les premiers. Donc, il faut qu'on les accompagne par rapport à ça. Et c'est notre job, je pense, en tant que personne de l'IT, par exemple, comme moi où je suis aujourd'hui, ou de la transfo, de délivrer des outils qui permettent le succès.
Tu as évoqué des sujets qui sont chers à notre cœur chez NC2I, la data, l'intégration dans le poste de travail, mais aussi et surtout le facteur humain et la conduite du changement pour aboutir à tous les bénéfices qui se recoupent en fait avec ce qu'on disait tout à l'heure. Christophe, peut-être un mot sur l'approche en fait qui peut être celle du conseiller augmenté et comment aujourd'hui du coup on vient doter ces conseillers qui sont en première ligne d'outils leur permettant en fait de répondre à ces promesses et de réussir les objectifs tout en maintenant la satisfaction client. Oui, tout à fait. Donc, pour ma part, je suis le cofondateur et directeur produit et R&D de Zelros. Donc, effectivement, notre job, c'est de développer une plateforme entièrement dédiée à effectivement la personnalisation du conseil et plus spécifiquement dans la partie assurantielle et banque assurance. Donc, on couvre tous les aspects qui sont nécessaires, pas forcément évidents, mais bien sûr de conformité, de sécurité, de compatibilité effectivement avec les systèmes informatiques pour assurer une intégration la plus fluide possible dans le poste de travail du conseiller. Ce moteur de recommandation donc, est entièrement à la main des équipes d'animation du réseau commercial. Donc on veut vraiment une solution qui soit itérative. Donc le conseiller peut par exemple noter ou commenter la pertinence du conseil pour enrichir. On a vu de multiples fois des conseillers suggérer par exemple des personnalisations de conseils sur, par exemple, des cas particuliers de personnes en milieu rural ou au milieu urbain. Voilà, tu citais sur la santé, effectivement, au milieu urbain, on va plutôt mettre en évidence les problématiques de dépassement non horaire, par exemple, alors qu'en milieu rural, ça va être plutôt les transferts en ambulance, par exemple, à plusieurs dizaines de kilomètres du centre de soins le plus proche. Et peut-être un dernier mot sur la partie intelligence artificielle, effectivement, qui a permis littéralement de franchir des caps en termes de personnalisation. On avait jusqu'à il y a 2-3 ans des gros segments de personnalisation, donc la personne avec ou sans enfant, la personne retraitée ou pas retraitée, dans des grandes catégories. Là, avec la partie intelligence artificielle et l'enrichissement de données externes, on va encore plus hyper personnaliser le conseil. Donc si Stéphane disait que vous rentrez en contact avec quelques centaines de milliers de personnes par an, littéralement on pourrait proposer autant de centaines de milliers de conseils personnalisés et argumentés. Donc si le client effectivement est flatté d'être appelé, autant aller jusqu'au bout dans l'expérience et dans l'hyper personnalisation et qualité du conseil. Donc voilà, nous sur la partie technologique, comment on aide les métiers à remplir leurs objectifs. On avait réussi à tenir 29 minutes sans prononcer le mot IA, mais heureusement, tu nous as rappelé à l'ordre. Et effectivement, cette technologie apporte, sur le volet hyper personnalisation et donc exploitation de la data, on parlait croisement de données entre des données propriétaires, peut-être des données plus extérieures, exogènes, venir réconcilier tout ça et mettre ça dans les mains du conseiller en fonction de son niveau d'appétence par rapport à l'offre concernée, par rapport aux produits et d'aisance dans le poste. Effectivement, quand on multiplie ça par les volumes qu'on évoquait tout à l'heure, on voit très bien l'apport en fait que peuvent avoir les différents niveaux d'intelligence artificielle sur le sujet. Merci à tous les quatre pour vos partages et retours d'expérience. Alors, on pourrait poursuivre pendant des heures, mais si je résume, on a vu qu'il y avait aujourd'hui des systèmes qui permettaient de décharger le conseiller d'une tâche, encore une fois, qu'il pourrait considérer comme ingrate ou à faible valeur ajoutée, en automatisant la prise de consentement du client par rapport à un appel spécifique, plutôt dans une logique de flatterie et de valeur en fait donnée à l'échange, que ce soit d'un point de vue du client, mais aussi du conseiller qui récupère un client consentant et avec qui il peut tout de suite démarrer l'échange, et ce qui permet d'avoir des conseillers qui sont plus fidèles, donc qui se spécialisent et qui gagnent en maturité, donc en efficacité et en conversion, et qui ne s'épuisent pas en fait à courir après des répondeurs ou des clients qui ne veulent pas discuter avec eux, et qu'on a aussi sur le volet poste de travail aujourd'hui accès à des outils qui permettent d'augmenter ces conseillers pour les rendre encore plus pertinents, capables d'apporter encore plus de valeur à l'échange, et ce qui permet de prendre de court la concurrence, en tout cas d'exploiter au maximum le filon sur des secteurs où, que ce soit la banque ou l'assurance, on intervient généralement
dans des moments de vie assez forts pour les clients où du coup, il y a forcément un fort niveau de personnalisation attendu. Je propose du coup d'en rester là pour les échanges et de laisser la place aux questions, si jamais il y en a, donc que ce soit dans la salle ou à distance. Il n'y a pas de questions à distance, me fait-on signe en fond de salle. Moi, j'avais une question, alors peut-être qui va en amener d'autres, mais Nicolas, tu parlais de la conduite du changement dans la mise en place en fait de ce type de chaîne en fait à la fois d'outils, de process et de moyens. C'est quoi les principaux freins que tu as pu rencontrer en fait dans tes différentes expériences et comment très concrètement, parce que c'est souvent ça très concrètement, comment tu as réussi à les lever? Question pas préparée, donc un peu dur, mais on va essayer. Alors, en tous les cas, chez AXA, c'était le cas, et c'est vrai aussi chez Malakoff Humanis, on est sur des réseaux qui sont nationaux. Donc, avec des collaborateurs parfois qui sont très isolés dans des agences, et chacun a un peu l'impression d'avoir sa vérité au sein de son agence. Et il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges avec d'autres collaborateurs qui sont juste la ville d'à côté, juste le département d'à côté, juste à Marseille, quand moi je suis à Lille. Et donc forcément, quand on arrive avec des outils de cette nature-là, on pose un peu un cadre, en réalité. On pose un cadre qui est très bien parce que ça permet, au fond, de garantir une expérience client qui est homogène, que je sois en ligne au téléphone avec un conseiller qui est à Marseille, que je sois en ligne au téléphone avec un conseiller qui est à Lille. Ça ne changera rien au point de vue du client, ça c'est important. Mais du coup, il ne faut pas minimiser quelque part le fait qu'on pose ce cadre-là et dans lequel on veut les amener et qu'il y a des particularités un peu régionales aussi autour de ça et que souvent ces gens-là n'ont pas attendu qu'on vienne pour leur dire comment faire leur métier. Souvent, ils sont là depuis 10 ans, 15 ans et ils ont l'impression d'être très à l'aise dans leur métier. Donc ça fait partie des freins qu'on rencontre souvent et il faut quelque part faire preuve un peu de psychologie autour de ça pour dire non, le cadre, il n'est pas là pour vous restreindre, le cadre, il n'est pas là pour vous enfermer dans une démarche commerciale. C'est pour ça que c'était hyper important. Par exemple, quand on a testé Zelros à l'époque, on n'était pas en train de dire non mais tu suis ce truc-là et puis c'est tout quoi. Enfin, tu fais ça. Non, c'est pour t'aider. Et le set de recommandations, il n'est pas unique. Ça, c'était une grosse différence. Avant, quand on avait fait la Next Best Offer mode Palantir, si j'ose dire, c'était je suis sur la fiche client de Nicolas Bouvier et j'ai une reco. Et c'est la vérité, je la détiens, c'est Dieu qui l'a dit. Je caricature un peu, mais c'était un peu ça l'idée. Et quand on est passé sur Zelros, au-delà de donner les arguments, on n'a pas dit il y a une reco. On a dit voilà l'ensemble des recos que tu peux faire avec ton client. Et toi, saisis-toi de celle dans laquelle tu es la plus à l'aise, celle que tu as envie de tester. Et le pouvoir, il est entre tes mains. Ce n'est pas la machine qui décide. Et ça aussi, ça participe quelque part à lever les freins autour de la conduite du changement et de remettre vraiment au cœur du village le conseiller, vraiment le conseiller. Et l'outil n'est là que pour l'aider et l'accompagner et pas l'inverse. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un point important, je trouve. En tout cas, ça donne des clés. Effectivement, on a vu aussi beaucoup de systèmes de recommandations sur la Next Best Offer qui, fiche client après fiche client, recommandait la même offre qui était l'offre du moment qui passait en campagne nationale. Et il y a un sentiment un peu d'usure du conseiller, de dire bon, est-ce que réellement cette personnalisation ou cette contextualisation, cette Next Best Offer, c'est la meilleure offre? Juste un permis, après je te passe la parole. Il y a un point très intéressant, c'est qui est Dieu justement dans ce cas-là. Qui est Dieu. Et c'est vrai que quand on met en place ces systèmes-là, qui décide finalement de la bonne recommandation au client en fonction du micro-segment dans lequel le client est? Est-ce que c'est les équipes marketing qui vont y voir leurs intérêts? Est-ce que les équipes commerciales qui vont vouloir pousser un produit sur lequel ils sont en retard commercialement? Et c'est vrai que dans les organisations, trouver le bon endroit pour dire c'est cette équipe qui est en charge et aller quelque part orienter que client et pas nécessairement embrigadé par les problématiques marketing ou commerciales du moment, c'est aussi un des sujets clés sur ce type de sujet. Ce que je voulais rajouter, c'est que les offres que nous proposons sont engageantes. Un crédit, ce n'est pas un produit on va dire banal, c'est-à-dire qu'on s'engage sur des années ou un contrat d'assurance. Mais donc, quand on appelle un client aussi, la vente n'est pas à tout prix. On n'est pas dans le forçage, en fait. Par contre, on sème des graines. Le client, des fois, est seul chez lui ou dans sa voiture. Il a besoin de digérer tout ça. Et parfois, c'est 2-3 jours après, un mois après, qu'il va nous rappeler ou en vente croisée, va aller sur le réseau de la Banque Postale, nous rappeler, voire nous écrire pour dire j'ai eu quelqu'un au téléphone. Et l'acte déclencheur, c'était donc bien cet appel.
mais il n'a pas été vendeur. Il n'a pas été vendeur parce que ce n'était pas le moment, mais finalement, ma voiture, finalement, je vais peut-être la changer. Parce que on m'a dit que je pouvais la changer, donc ça a mûri. J'en ai parlé à ma famille, à mon conjoint, à ma conjointe, et on se lance maintenant pour faire cet achat. Et c'est parce qu'on a eu un contact avec ce client à un moment donné que finalement la vente se déclenche plus tard. Voilà. Est-ce que vous arrivez à, dans vos analyses ou dans vos trackings, arriver à suivre justement le fait que ce contact sortant qui n'a pas, au cours de l'échange, en fait, permis de contractualiser, mais est à l'origine en fait, d'une succession d'actions et donc de voir un peu la contribution que ça apporte? Alors, on suit effectivement nos data, notre marketing suit ça, donc on compare aussi en Champion Challenger des portefeuilles que nous avons appelés et d'autres que nous n'avons pas appelés. Et on voit que la dynamique des clients qui ont été en contact avec nous est plus forte. Il y a un effet, une réplique. Parfois, on le regarde à un mois aujourd'hui et on voit qu'il y a des répliques dans ce mois de cet appel. Et donc, c'est donc utile aussi dans un deuxième temps. Thibaut qui veut compléter un tout petit peu sur ce thème-là. En fait, l'un de nos clients bancaires a mené justement une analyse précise sur ça et lui le faisait à 60 jours de mémoire. Il augmentait en fait de manière significative la transformation, alors pas forcément par le canal téléphonique, hein, ça peut ensuite effectivement rentrer par l'agence, par d'autres biais, mais sur un portefeuille, enfin en tout cas un échantillon qui n'avait pas été appelé, il était à moins de 10% d'évolution au sein du portefeuille de ces clients-là, contre plus de 50% dans mon souvenir, à 60 jours, à partir du moment où ces clients avaient été appelés, avec ou sans succès. Mais en tout cas, le fait d'appeler, faire de la présence à l'esprit, c'est vraiment aujourd'hui élémentaire pour en fait agiter le portefeuille quelque part. Parce que ces clients-là, ils sont en compte, mais ils n'ont pas forcément conscience, ni même forcément la mémoire du fait qu'ils sont toujours actifs et qu'il y a d'autres offres qui pourraient se présenter à eux, qui pourraient leur répondre à leurs besoins déclarés ou sous-jacents. Donc, x5, quand tu disais moins de 10, près de 50, donc on a à peu près un ratio de x5 entre une part du portefeuille qui a été contactée, qui finit par, à 60 jours, convertir d'une manière ou d'une autre, d'un canal ou d'un autre, par rapport à le portefeuille qui n'a pas été contacté. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est du bon sens, hein, à partir du moment où, ce que disait Stéphane, le fait de semer une graine ou d'avoir un effet d'argumentation auprès de ces cibles qui ne sont pas appelées à nouveau, il y a un effet, enfin, c'est menace-opportunité, hein, tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où personne ne le fait, quand vous êtes un acteur qui se met à avoir une véritable action récurrente, il ne s'agit pas de harceler les clients, il ne s'agit même pas vraiment de démarchage téléphonique, puisqu'il s'agit la plupart du temps d'un service qui peut être rendu à ces clients-là. C'est-à-dire ces clients disposent d'un certain nombre de possibilités qu'ils n'exploitent pas, parce qu'ils n'en ont pas forcément connaissance. Ils n'ont pas forcément conscience, quand ils ont un crédit, que s'il n'y a pas d'incident de paiement, ils vont pouvoir prolonger sans nouvelle autorisation, sans nouvelle étape d'analyse des pièces justificatives, le fait de pouvoir reconduire ce crédit-là et disposer immédiatement d'un montant disponible. C'est un vrai service, ça, qui est associé au crédit. Et si personne ne leur dit, en fait, ils passent complètement à côté. Alors, j'avais une question complémentaire, soit pour toi Thibaut, soit pour toi Stéphane, pour les personnes qui, dans l'audience, auraient été séduits par tout ce que vous avez dit et qui veulent se lancer, mais qui auraient peut-être besoin de convaincre en fait leur hiérarchie sur le déclenchement de cette démarche d'appel sortant, qui peut avoir une image un peu agressive, tu l'as cité, démarchage commercial, parfois désuète aussi. Quelles clés, sur quoi peuvent s'appuyer ces personnes-là qui voudraient convaincre un peu leur hiérarchie d'y aller, que c'est de la bonne démarche à enclencher aujourd'hui en 2025 où il y a plein de canaux digitaux? Aujourd'hui, moi je suis capable de dire ce que les conseillers des opérations font dans la journée en termes d'appels sortants. Je le sais très précisément. Je sais ce que ça représente en nombre d'appels, en transformation, en proposition, chose qu'un réseau bancaire, voire des métiers, alors je ne connais pas votre métier de l'assurance, mais il est très difficile de mesurer chez un agent, par exemple, savoir comment il a sollicité ses clients. Et ça, c'est un vrai indicateur de l'efficacité de ce système, puisque, en gros,
si je sais, et si je compare à des gens qui ne le font pas, je vois aussi la plus-value que je peux obtenir avec des appels sortants. Chose qui est très difficile de faire avec un réseau autrement, parce que je ne suis pas sûr que tu saches exactement combien d'appels sont faits à l'externe ou vers les clients sans système. Je trouve que ça, c'est un atout incroyable. Oui, je partage. Pardon, comme tu m'as interpellé sur ce sujet-là, oui, complètement. En fait, nous, à l'époque, quand on a mis en place Salesforce, justement, chez AXA, c'était pour éclairer la boîte noire en agence. C'est exactement ce que tu dis. Il y avait une boîte noire mystérieuse. On ne savait pas ce qui s'y passait. Est-ce qu'il y avait que des appels entrants? Est-ce qu'il y avait des appels sortants? Quel était le résultat de ces appels sortants, etc. Donc, on avait cet enjeu-là, fondamentalement. Et moi, j'ai peut-être un petit point en complément, c'est de dire attention, en fait, quand on amène des solutions informatiques au sens large, on n'amène pas une solution, on amène un réseau de solutions. On va avoir une solution Nicole, par exemple, pour la partie appel sortant. On va avoir de la personnalisation avec Zelros. On va avoir un CRM Salesforce qui permettra de tracer toute opportunité commerciale qui a été travaillée et augmentée par ces solutions-là. Et si on veut, à la fin des fins, arriver à faire un peu le ROI global, de tout ça, il faut impérativement choisir des partenaires qui interopèrent entre eux de façon efficace. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des solutions qui se pluguent avec des CRM de marché, Salesforce, Pega, HubSpot, etc. Et c'est intéressant aussi du coup d'avoir des analytics qui sont délivrés par les partenaires pour qu'on puisse, à la fin des fins, mesurer le ROI complet. Et ça, c'est un sujet, parce que souvent, on le regarde trop solution par solution, et à la fin, c'est plus... Tout à fait. Et ça me permet justement de dire que parmi les KPIs qu'on suit et qui sont directement accessibles depuis les plateformes Meet Me Call, on va jusqu'au temps consommé d'ETP sur chacune des périodes. En fait, c'est le principal poste de coût en appel sortant, c'est évidemment l'humain. Et les temps passés humains sont vraiment traqués de manière extrêmement précise dans le système. Ce qui fait qu'il y a vraiment une possibilité de calcul de ROI très précis par rapport à ce KPI. Et j'ajoute une dernière chose, c'est qu'effectivement, dans l'expérience de Stéphane, on est sur des plateaux. Donc, on a Meet Me Call Center qui s'adresse aux plateaux. On a eu une autre solution qui a été pensée autour des conseillers en agence. Et on a cherché le nom très longtemps. On a fini par l'appeler Meet Me Call Agence. Et finalement, c'est plutôt bien trouvé. Et cette solution, elle est faite justement pour que la boîte noire dont tu parlais à l'instant, Nicolas, soit aussi complètement ouverte sur cette activité sortante qui est vraiment, alors pour le coup, totalement sous-exploitée aujourd'hui en agence, alors même que les conseillers d'agence seraient vraisemblablement, de tous les conseillers qu'on peut imaginer, les plus légitimes pour mener ce type d'action de proactivité, puisque à proximité immédiate des clients qui vont pouvoir ensuite venir les voir directement. Je pense aussi à tout ce qui concerne les craintes de fraude. Quand il s'agit d'un conseiller de proximité, c'est évidemment beaucoup moins fort. Et la légitimité de ces conseillers-là est évidemment exceptionnelle pour pouvoir mener à bien ces démarches-là qui ne sont pas exclusivement de vente, mais qui sont d'abord des démarches de conseil. Eh ben, je crois que ça fait un beau mot de la fin. C'est pas qu'une démarche de vente, c'est avant tout une démarche de conseil. On est arrivé au terme du créneau qu'on s'était imparti. Merci à tous les quatre pour vos échanges. Il y a une question en ligne, me dit-on. On attend impatiemment la question. Le suspense est entier. La salle retient son souffle. Nous avons Vincent qui demande, dans le cadre de l'analyse et du reporting, MMC ne peut pas se substituer totalement à un CRM. Quels CRM sont donc recommandés dans l'utilisation de MMC? Donc, je pense que la question est pour toi, Thibaut. Sur quel CRM recommander en complémentarité de Meet Me Call pour le reporting, s'il y en a un? Oui, alors il y a vraiment du reporting propre à l'activité sortante qui est vraiment attaché à Meet Me Call, comme le disait Stéphane. Après, les CRM, on n'a pas véritablement de préférence. On est très souvent avec Salesforce, il faut le reconnaître, dans le marché on est banque assurance, donc évidemment Salesforce très présent. Mais il y a d'autres CRM, et ce qui est important, c'est que Meet Me Call
reçoit des contacts, les traite et ensuite les restitue au CRM. Le CRM a ses propres modules de reporting et donc nous, on n'a pas vocation à se substituer à eux. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je ne disais pas qu'il ne fallait pas d'intégration. Par rapport à l'intégration, je disais qu'il fallait rester light parce qu'on est en fait un outil de bout de chaîne et on a besoin d'être alimenté, on a besoin de restituer. Et en fait, c'est au travers de cette restitution que le CRM va construire lui-même ses KPI avec un niveau de précision très élevé parce que on note énormément de choses, toutes les tentatives évidemment, tous les codes de résultats, tous les succès, tout le résultat de l'appel va pouvoir transiter. Et j'imagine que tu es capable de couvrir, pour aller vraiment dans le fond de la question, si le CRM en place chez un acteur bancaire assurantiel n'est pas Salesforce, tu es tout autant capable de t'intégrer à d'autres solutions. Alors nous, on est sur Cybelle, mais l'essentiel dans un appel sortant, c'est la montée de fiches. Parce que si j'appelle quelqu'un et... donc ça arrive comme un entrant. Si je ne sais pas qui est au bout du fil, la question, ça va être vous êtes qui et vous êtes qui, hein. Donc en fait, on a une montée de fiches, le client a décroché, il y a une montée de fiches. Bonjour monsieur Intel, voilà, vous avez accepté d'être en relation avec nous. Et on commence à parler avec lui. Mais ça n'a rien à voir avec d'ailleurs Midmicall, hein. C'est un système de montée de fiches tout simplement, puisque l'appel rentre comme un appel entrant et donc passe par nos filtres montée de fiches tout simplement. Bien, merci pour ces précisions. Il y a encore une question. Non. Nous avons une deuxième question pour Zelros cette fois-ci. Comment Zelros augmente le conseiller? Ça, c'est la première question. La deuxième, comment Zelros parvient à donner des idées aux conseillers? La dernière, sur quelles données se base Zelros? Alors, comment on l'augmente? Mettons-nous effectivement dans la situation d'un centre d'appel situé à un endroit en France, mais qui appelle toute la France. Voilà, le conseiller, quand il appelle, il n'a pas forcément le contexte effectivement situationnel. Est-ce que la personne habite plutôt en ville, en campagne, à côté d'une grande ville ou ça, c'est un premier exemple. Tout ce contexte également familial, quelques statistiques également liées aux produits qu'on essaie de proposer. Je pense voilà, par exemple à des assurances réparation, petits travaux dans son logement. On va l'illustrer de façon géocalisée, par exemple dans l'heure, le coût moyen de l'intervention d'un serrurier, par exemple, qui va être différent. Donc voilà, un conseil précis et personnalisé que le conseiller aurait mis du temps à chercher, soit en préparation d'entretien ou en tout cas en cherchant dans des données, qu'elles soient publiques ou des bases de données propriétaires. Donc on va voilà, littéralement passer probablement à la recherche de ces données de 5 minutes à 1 seconde. Donc pour l'accélérer. Un autre exemple, c'est la montée en compétence sur des nouveaux produits. Je prends le cas d'un mutualiste, par exemple, qui avait lancé un nouveau produit, l'assurance cycliste du quotidien. Voilà, cet assureur et ses conseillers avaient déjà une quinzaine ou une vingtaine, voire une trentaine de produits de protection à proposer. Là, c'est un de plus. Il avait été, bien sûr, formé sur ce nouveau produit, doté des fiches conseils de bonnes pratiques de promotion, mais qu'il n'a peut-être pas forcément regardé ou appris par cœur. Et donc, la machine et le moteur de recommandation Zelros, lui, va pouvoir ressortir en contexte les informations spécifiques. Je parle aussi par les modules de comparaison des points forts par rapport à la concurrence, par exemple. Donc, immédiatement, si lors de l'appel, on comprend que l'assuré ou le sociétaire est chez un concurrent, on va pouvoir en temps réel avoir immédiatement le point fort de, par exemple, d'une couverture par rapport à ce concurrent. Donc voilà autant d'exemples en fait, et d'exemples de données et d'exemples d'actions qui permettent d'augmenter ce conseiller. Ouais, en complément, effectivement, c'est le sujet de l'intégration dans Poste de Travail est clé. Hein, je suis conseiller, j'ai ma remontée de fiche parce que j'ai un appel qui est arrivé. Et il faut imaginer la fiche client d'un conseiller, c'est 150 données sur un écran avec 3 scrolls, 8 onglets, etc. C'est infernal. Quand on fait en plus de l'assurance, il y a beaucoup de data qui se cachent à l'intérieur des contrats.
Donc, si on est sur un client avec lequel on est déjà en relation d'affaires depuis un certain temps, potentiellement, il a 3, 4 contrats. Il faut la regarder contrat par contrat. Depuis quand il a ce contrat? Quelles sont les garanties? Celles qui ne sont pas acquises? Et il y a un travail mental à faire sur qu'est-ce que j'ai déjà proposé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des sinistres en cours? Est-ce qu'il y a des sinistres qui se sont mal passés? Quelle a été l'augmentation de prix? Enfin, vous voyez, le schéma mental dans lequel peut être le conseiller. Donc, il y a vraiment ce sujet de dire, plutôt que de lui demander d'aller chercher par l'information par lui-même à droite à gauche, et c'est compliqué, donc 9 fois sur 10, qu'est-ce qu'il fait? Il ne le fait pas, ce qui est quand même plus simple. Et donc, on se contente de répondre à la demande du client. Et des choses comme Zelros vont l'aider à synthétiser les informations clés. Voilà, les informations clés. Et puis, non seulement on lui synthétise, mais on lui fait la recommandation d'action qui va avec ces informations clés. C'est parce que, par exemple, j'ai été moi, en tant que Zelros, entre guillemets, intelligence artificielle Zelros, regarder dans ton contrat auto qu'en réalité, tu avais acheté à l'époque ton véhicule en leasing et pas du tout au comptant. Et que donc, regarde dans le contrat, tu n'as pas la garantie qui va bien sur le remplacement du véhicule à neuf en cas de leasing, etc. Là, j'ai une recommandation qui te pousse, parle à ton client de rajouter cette garantie. Et ça, c'est ultra, ultra, ultra concret parce qu'on va chercher la data là où elle est et on la restitue de façon organisée aux collaborateurs et c'est ça qui concrètement l'augmente. Et donc, la data, il n'y a pas de limite. C'est celle que vous détenez déjà dans vos bases sinistres quand on fait l'assurance, dans vos bases crédits quand on fait de la banque et du crédit, dans vos bases contrats pour l'ensemble des contrats, dans les bases clients, dans les données du holoc, etc. Enfin, on en a de la data partout. Et juste pour terminer, donc historiquement des données structurées, effectivement toutes les bases de données et depuis l'arrivée effectivement des LLM ou des chat GPT like, tout ce qui est données non structurées, donc historique des emails, notes synthétiques de compte rendu d'entretien, transcription vocale, qui sont voilà, là aussi des informations complémentaires qui vont venir encore enrichir le conseil. Bien, merci pour ces précisions. Je crois que cette fois, on a fait le tour des questions. Je vous remercie encore une fois pour tous ces éléments très précieux et je pense que chacune repart avec plein d'idées ou en tout cas plein de perspectives autour de cette opportunité en fait que représentent les portefeuilles clients par rapport à la tenue des objectifs pour les banques, pour les assurances. Je remercie aussi Finance Innovation pour la logistique et pour l'organisation. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et un peu d'avance des beaux congés d'été à tous et à toutes. Merci beaucoup.